Bonjour chers collègues. Alors, nous remercions tout d'abord le comité scientifique de MDR France de nous permettre de présenter un nouveau modèle de traitement neuropsychothérapeutique, le brainspotting. C'est clair, ça va? Très bien. D'autant que le brainspotting a été découvert grâce à l'EMDR, découvert par David Grant, son concepteur qui a exercé pendant 20 ans l'EMDR. Il a été formé, bien sûr, à d'autres thérapies. À New York, aux États-Unis. Donc c'est pour cette raison que l'on retrouve des similitudes, mais des différences qui sont significatives avec l'EMDR. N'ayant qu'un temps court de présentation, 30 minutes, nous avons choisi, Bernard et moi, de vous présenter un cas clinique vidéo pour que vous ayez vraiment une idée la plus complète et concrète possible du modèle. Donc cette vidéo sera en anglais, sous-titrée en français, et bien sûr on vous demande de ne pas la filmer, c'est confidentiel, hein, parce qu'on a l'autorisation de David Grant et du patient, qui est un psychologue US, uniquement pour aujourd'hui cette manifestation. Et bien sûr, on interviendra pendant la vidéo pour les différents points que nous avons, on pourrait dire, traversés, pour vous les pointer lors de la vidéo, pour que ce soit bien concret et réel. Et comme vous le verrez, il n'y a pas de, on pourrait dire, d'opposition entre EMDR et brainspotting, ou brainspotting versus EMDR, pour que ça soit bien clair, et ceci, mais un questionnement clinique que nous vous livrons lors de cette petite demi-heure. Très bien. Donc, comme vous le savez, le MDR ça a été découvert en 87 et c'est devenu de EMDR en 89 pour donc ses effets de traitement de l'information. Donc, de nombreuses études scientifiques sont en cours depuis 30 ans et donc plusieurs millions de praticiens sont formés actuellement et exercent le MDR dans le monde. Le brainspotting, donc David Grant a découvert le brainspotting en 2003 à travers une situation clinique d'une patineuse. Cette dernière, lors des stimulations bilatérales alternées, a présenté des soubresauts oculaires et une fixation oculaire. Et David Grant, clinicien, a choisi de s'arrêter sur cette fixation. Et il a observé que le traitement continuait par vagues et de façon profonde et résolutive. Donc naturellement, il a renouvelé l'expérience sur d'autres patients. À ce jour, donc, 15 000 thérapeutes sont formés au niveau international et des études cliniques sont en cours, en particulier par Damir Del Monte, un neuropsychologue, et on a des articles aussi de Frank Corrigan. Il y a pas mal de publications cliniques actuellement et des études de neuroimagerie cérébrale en cours. Pour simplifier, vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que ce dossier vous sera transmis à EMDR France pour ceux qui le veulent. Alors là, comme vous voyez, vous avez David Grant avec son pointeur, ça correspond au spot. Bien sûr, initialement, c'était un doigt, et le doigt, pour rester comme ça pendant une demi-heure ou longtemps, bien sûr, on utilise un petit pointeur. C'est-à-dire une baguette, hein, en français, parce que pointeur en anglais c'est différent. Là vous avez le livre de David Grant qui a été traduit dans plusieurs dizaines de langues, bien sûr disponible en français et en anglais. Donc David Grant aime bien représenter le brainspotting par cette phrase: la direction de votre regard détermine ce que vous ressentez. Alors, une première définition du brainspotting, donc c'est un traitement neuropsychothérapeutique, comme le désigne son concepteur, basé sur l'observation clinique suivante: l'activation émotionnelle corporelle du patient ressentie lors de la description d'un événement traumatique ou d'une problématique générale à un point de résonance dans le champ visuel. Donc ces positions oculaires, qui sont des points oculaires stratégiques, sont appelées brain spot.
point de repère dans le cerveau. Il serait corrélé donc à l'expérience neurophysiologique et émotionnelle du patient. Et en tant que praticien EMDR, ben finalement, sans le savoir, vous savez ce que c'est un brain spot. C'est quand justement vous faites un balayage et vous avez le regard du patient qui se fixe ou un tressaillement au niveau des yeux. Ceci correspond à un brain spot. Pourquoi? Parce que c'est physiologique, ce n'est pas construit. Donc votre patient étant activé à l'énoncé de sa problématique ou à l'énoncé d'une douleur, etc., il y a d'autres choses. Donc on a à ce moment-là un signal réflexe oculaire ou facial assez spécifique, déglutition, donc ça demande une observation assez sensible du patient qui se produit involontairement quand le patient est focalisé à nouveau. Et on va l'aider à se focaliser sur son ressenti corporel lorsqu'il évoque un souvenir traumatique ou une problématique douloureuse. Vous le verrez dans la vidéo, sur 2 ou 3 fois avec des orientations des yeux différentes en fonction d'un émotionnel différent. Donc, comme le dit David Grant, dans la technique, il a commencé à rechercher ces anomalies oculaires chez ses autres patients et leur a demandé de maintenir leur regard au point de figement ou de sursaut oculaire. Et dans la pratique, vous verrez que les patients concentrés sur leur activation corporelle disent stop, arrêtez, c'est là. Et on observe effectivement à ce moment-là, nous, des parfois oscillations de l'iris, du globe oculaire. Donc, parmi les similitudes, nous avons donc l'utilisation, bien sûr, du champ visuel, la double attention qui est fondamentale dans le MDR et bien sûr on va le voir aussi dans le brain spotting, un système de traitement de l'information, enfin un système d'auto-guérison neurobiologique, c'est l'hypothèse de David Grant, et donc une mobilisation de la plasticité cérébrale, une action de régulation du système nerveux autonome et in fine d'intégration. Un point important lié à la concentration, l'activation corporelle comme étant un élément d'accès au process, c'est l'évaluation du SUS. En ce qui concerne les différences, utilisations différentes du champ visuel. Il n'y a pas de mouvement. Mouvement, on va le voir, oui. Donc, protocole d'un côté, pas de protocole de l'autre. Cependant, il y a quand même un certain type de cadre, des modes d'accès différents au traitement d'intégration intégratif, une relation très spécifique patient-thérapeute et un cadre de ressources et de régulation du patient. On a un modèle de ressources du brain spotting à côté d'un modèle de brain spotting d'activation. Donc, premier point sur les différences. Donc, EMDR, bien sûr, FPA, qui maintiendrait en tous les cas la double attention. Donc, il y a toute une discussion autour, bien sûr, de cela. Et qui active, donc, pour Francine Shapiro, le traitement adaptatif de l'information. De l'autre côté, pas de stimulation bilatérale alternée, à aucun moment, à la recherche du brain spot. Et le patient est focalisé sur le spot qui représente le problème, plus une pleine conscience focalisée sur son process intérieur, plus on va le voir, un cadre qui est maintenu par double accordage relationnel et neurobiologique avec le praticien. Donc double attention aussi. Une spécificité de l'attention double importante dans les deux MDR et brain spotting. Donc l'attention du patient est focalisée sur des signaux extérieurs, ce qui expliquerait les effets accélérés pour Francine Shapiro du traitement adaptatif de l'information. Et à nouveau pour nous, une double attention maintenue par le spot, plus la pleine conscience ciblée, mindfulness, sur la problématique. Ou le souvenir douloureux. Il y a le choix à un moment donné d'entrer dans le process, comme vous allez le voir. Donc le cadre thérapeutique maintient le traitement en quelque sorte, qui soutient le patient, le protocole pour le MDR, les procédures et une conduite thérapeutique du thérapeute adaptée. Donc un cadre explicite que tout le monde connaît très bien, bien sûr. Et là, nous n'avons pas de protocole.
mais c'est le cadre relationnel spécifique qui va contenir le travail, qui va être le contenant, comme un filet invisible. Hein. Donc il n'y a pas d'hypothèse de cible donc le spot va conduire le patient en court-circuitant, on pourrait dire, le préfrontal directement au sous-cortical et aux sources, comme on dit, gelées du ventre. Différence donc des voies d'accès au travail. Donc pour Francine Chapiro, penser au trauma, c'est établir un lien conscient à l'endroit où la formation est emmagasinée dans le cerveau, bien sûr, même s'il y a un process inconscient après, hein, mais en tous les cas, la voie d'accès, hein, nous parlons bien de la voie d'accès. Hein. Et donc pour le brain spotting, on contourne pour David Grant le néocortex, le préfrontal, pour obtenir un accès précis et ciblé au sous-cortex. Ce qui donne accès, on pourrait dire, à toute la neurophysiologie qui est non exprimée, inconsciente, bloquée, ou qui se dissociatif. Donc vous verrez tout ça dans la vidéo. Donc pour David Grant, c'est la relation qui est au centre du processus, avec deux principes fondamentaux sur lesquels il insiste énormément, la relation de double accordage relationnel et neurobiologique, et le principe d'incertitude, plus précisément. Voilà, donc ce cadre hein, autour du patient qui est important. Alors, ce cadre, bien sûr, il utilise, c'est une combinaison de l'accordage relationnel et neurobiologique. Ben, c'est évident que tout thérapeute, je dirais, il connaît bien sûr l'accordage relationnel, hein, on ne va pas ici vous expliquer quoi que ce soit à ce niveau-là, mais neurobiologique, c'est beaucoup plus subtil, car c'est un accordage implicite cérébral, thérapeute-patient, qui soutient la régulation du patient. Donc si le thérapeute n'est pas en sécurité sur le traumatisme, s'il n'a pas beaucoup d'expérience, s'il a peur des abréactions, s'il est trop interventionniste, etc., le patient automatiquement va détecter et va se retenir dans l'approfondissement du process. Donc ça suppose quand même de bien connaître tout ce qui concerne la dissociation simple et complexe, et puis bien sûr d'être un peu stable sur certaines choses. Voilà, donc vous allez voir que le thérapeute, il a cet accordage important, implicite, et donc David Grant, vous allez voir, a une posture très intéressante à ce niveau-là, et bien sûr, il est aussi sécurisant et nourrissant dans la dynamique de travail, hein, mais au bon moment, pas de façon trop enveloppante non plus, hein, c'est pas l'objectif du tout du brain spotting, c'est pas d'être gentil. Hein. Vous m'entendez, hein, ce que je veux dire, pardon. Voilà, donc, deuxième principe important qui est très important, qui est fondamental aussi pour David, qui est vraiment le non-savoir du thérapeute. Il ne sait rien, il aime bien dire, même si j'ai 100 intuitions à l'heure, je me tais. Donc on ne sait rien, aucune hypothèse de ce qui se passe et du pourquoi, etc. Même si nous avons des intuitions, on les laisse de côté, on se les garde en quelque sorte, et on peut parfois être très étonné car le process peut être complètement différent de nos projections. Donc le thérapeute n'émet aucune hypothèse de départ, même s'il y a une anamnèse, ça c'est évident, hein, bien sûr clinique, aucune interprétation en cours de travail, aucune suggestion. Direct ou indirect. Voilà. Et David dit toujours, il faut intervenir pour approfondir la neurophysiologie, enfin en tout cas la pleine conscience de la neurophysiologie. Hein, et on va le voir sur des aspects très ponctuels et nourrissants, on va dire, du préfrontal. Hein. Donc les différences du SUDS, alors bien pour le MDR, lorsque le SUDS est à 0, après avoir traité éventuellement plusieurs canaux, on installe la CP bien sûr, et pour Francine Chapiro, ce qui va permettre de potentialiser la réassociation positive et l'intégration qui, bien sûr, pour nous, praticiens MDR, a déjà commencé au cours du process. Hein. Donc on va l'accompagner, la potentialiser. Pour David Grant, ce n'est qu'une étape d'un cycle de régulation. Le processus se poursuit et s'approfondit. Ça veut dire que votre patient va monter en puissance, il va y avoir une régulation tranquille, avec un état de paisibilité, de confort,
et sur un temps qui va être plus ou moins important, il va remonter sur une activation avec une autre mémoire implicite, et ainsi de suite. Donc, une montée et à nouveau une régulation, et une montée et une régulation. Et pour David Grand, on a un approfondissement progressif du process jusqu'à des mémoires implicites précoces. Et donc on pourrait dire comme des vagues, et dans le brain spotting, on n'a pas besoin d'obtenir le 0, ça peut être un 2, un 3, ça fonctionne quand même. Là, le brain spotting encourage donc la cohérence entre l'activation du système sympathique et parasympathique. Alors ça, c'est un élément très important, comment on maintient tout ça. Donc sur des patients généralement qui sont activés, voire très activés. Donc on a le MDR, nous connaissons tous ces techniques de stabilisation, d'ancrage et de ressources qui sont vraiment construites au plus près de chaque patient, on va dire. Hein. Donc nous sommes très attentifs à cela en tant que praticiens EMDR, hein, bien sûr. Et sur la régulation, le maintien de la fenêtre de tolérance. Pour le brain spotting, on a déjà une possibilité qui va être la recherche d'un brain spot ressource, c'est-à-dire on peut cibler aussi un état de ressource calme et tranquille du patient et rechercher un spot. Et c'est très intéressant parce que si on observe bien le patient, nous avons une espèce de souffle de tranquillité, et là on sait à ce moment-là qu'on est dans un spot ressource. Alors, donc, ce modèle de ressources, il est à 3 niveaux, et je dirais on peut l'utiliser à différentes façons. Donc, un premier niveau, nous sommes déjà, nous, une ressource importante pour le patient, par notre stabilité intérieure et notre confiance au process, et l'acceptation, je dirais, de la réaction que nous pouvons, en tout cas, espérons-le, gérer à tout moment. Donc, on a ce cas de double accordage qui contient le travail implicite, et sur lequel le patient peut s'étayer, donc double accordage relationnel et neurobiologique. Deuxième chose, on a ce fameux spot de ressources qui peut à un moment donné terminer tranquillement une séance, qui peut être utilisé à tout moment, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un modèle on a une ressource ciblée à partir de l'activation. C'est-à-dire votre patient est très activé, et à ce moment-là, on peut lui demander de trouver un état intérieur, on va rechercher le spot ressource, et là, le patient dispose de plus d'espace pour continuer à faire le traitement, mais sur une fenêtre en quelque sorte beaucoup plus large. On pourrait dire que ça permet de travailler les autres activations, ça élargit la fenêtre de tolérance, et puis surtout que ce spot ressource, c'est pas une ressource, on pourrait dire même si elle est bien positive, mais elle est ciblée par rapport au réseau neuronal problématique. Donc c'est pour ça que c'est efficace et rapide, parce que ça suit la neurophysiologie, bien sûr. Par exemple, j'ai une patiente hyperactivée liée à des tortures. Voilà, et c'était impossible, bien sûr, de partir en spot d'activation, mais avec une approche très spécifique. Il y a plusieurs techniques sur le point ressource, l'œil ressource, comme on dit, et point ressource. Et il y a eu un travail tout à fait possible qui a amené vraiment une amélioration intéressante, qui a remarqué d'ailleurs son avocate, puisqu'elle était en procès contre son agresseur, bien sûr. Alors, donc, les indications thérapeutiques, on va dire, le psychotrope dans le MDR, tout le monde connaît, hein, avec bien sûr les protocoles spécifiques, et on va dire qu'on a sans doute pas fini de découvrir tous les aspects de l'EMDR et toutes les approches possibles avec le MDR. Donc je vous rassure, moi-même praticienne de MDR, je continue toujours à faire de l'EMDR. On me pose souvent la question, mais je continue toujours à faire de l'EMDR et du brain spotting et d'autres thérapies. Ce n'est pas du tout exclusif. Hein, voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le brain spotting, c'est qu'on va passer parfois là où les pathologies et symptômes, les cibles ne sont pas tellement identifiables. Exemple, douleur, les troubles dissociatifs somatoformes, douleurs chroniques. Des céphalées, bien sûr diagnostiquées, explorées, qui n'ont pas de sens. Fibromyalgie. Oui, voilà. Donc, les peurs indicibles, ce qui ne peut pas être exprimé par le patient, ça ne va pas, mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien, mais il y a quand même quelque chose ici, il y a quand même quelque chose là. Donc on va accompagner sur ce repérage somatique, et là on a un point d'accès déjà à une activation de la neurophysiologie, et donc
l'activation de la recherche de ce fameux brain spot. Hein. Voilà, donc c'est toujours intéressant, et ça c'est vraiment un accompagnement intéressant là où ça passe pas, on va dire. Voilà, donc David Grant insiste beaucoup sur la chose suivante. C'est un modèle intégratif. Bon, bien sûr, il y a un traitement de l'information intégratif, on l'a vu, mais ça, autre chose, c'est qu'il intègre des expertises sur plusieurs outils psychothérapeutiques. David Grant est formé à plusieurs outils, à plusieurs méthodes, et c'est un modèle ouvert, c'est-à-dire il est ouvert à l'expérimentation, ouvert à la créativité, ouvert à tout ce qui peut être travaillé avec votre propre créativité personnelle. Hein. Voilà, on ne pouvait pas faire plus.